Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches à 19h. Bienvenue, on va y arriver dans cette 12e édition 2021-2022 de l'émission qui crée le lien. Et merci de votre fidélité. Encore une heure de bonheur ce soir à passer ensemble, une heure musicale et cinématographique avec mes excellents invités. Avec moi, avec vous en studio, celui sans qui la chanson française aurait une toute autre teinte, il va sans dire, celui dont la voix et son timbre si particulier a fait frémir toutes les générations de Françaises et de Français aussi, bien entendu, depuis les années 70. Et oui, vous l'avez certainement deviné, c'est le bien nommé Julien Clerc qui vient se raconter sur Sud Radio ce soir et nous parler de son tout dernier album sorti ce vendredi, Les Jours Heureux. Il a réalisé nombre de clips pour nos artistes de la chanson française, toutes catégories mais pas que. Les longs métrages et les documentaires n'ont pas de secret pour lui. En seconde partie de cette émission, vous pourrez retrouver le réalisateur et auteur Raphaël Friedman qui vient de sortir avec l'illustrateur Luc Desportes L'échelle de Richter aux éditions Gallimard, une BD du genre roman noir à découvrir, vous allez voir. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Julien Clerc. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors pour commencer, parce qu'on est tous très curieux de la tonalité de votre dernier album, on va en écouter quelques extraits. Une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me loge et dans ma chambre tombe de pourpre et d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau à travers les persiennes, je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve, et la nuit par-dessus les toits. Que c'est beau Vienne, que c'est beau Vienne. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Ah, ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Julien Firmin, Clerc sur Sud Radio, ça fait du bien. C'est excellent. Alors, on vient d'entendre 4 petits extraits tirés de votre dernier album, Julien Clerc, Les Jours Heureux, qui vient de sortir. Alors, c'est un album qui reprend les grands titres de nos grands artistes. Est-ce que c'était une volonté de les faire vivre encore un peu à travers vous ? De continuer. Non, mais c'est une idée qui est venue pour la scène. Vous savez, je pense beaucoup, toujours au spectacle. Bien en fait, sûr. même quand je compose pour moi-même, quand j'écris une chanson, tout de suite, je me pose la question, est-ce qu'elle sera sur scène ? Quelle tête elle aura sur scène, etc. Donc là, j'ai pensé il y a plusieurs mois maintenant déjà, et je me suis dit que dans le prochain spectacle, j'aimerais bien qu'il y ait une petite partie consacrée à ces grands artistes qui sont une des bases de mon ADN, si vous voulez, qui m'ont donné envie de faire ce métier. C'est un plaisir que je me fais, que je vais essayer de partager avec le public, voilà, qu'il y ait dans le tour de chant un moment comme ça qui leur soit consacré. D'accord. Et alors, vous racontez justement dans l'idée de la création de cet album que c'est en partant à Londres, finalement, que le cœur de la chanson française vous est réapparu. Oui, parce que j'habitais Londres à l'époque, donc maintenant on est rentré depuis un peu plus d'1 an. Mais à l'époque, j'habitais Londres, et c'est vrai que dans ces beaux taxis noirs qui sont tout à fait propices à la réflexion et au rêve, dans les rues de Londres, c'est vrai que ça m'est venu un jour comme ça, en fredonnant une des chansons que j'écoute toujours plus ou moins, comme ça, qui reviennent, qui font partie de mes disques de chevet. Oui. En l'occurrence, là, c'était Boom de Charles Trenet. D'accord. Et alors, justement, vous confrontez à un tel répertoire, on imagine que ça aussi quelque chose qui vient avec la maturité, finalement. Est-ce que vous auriez osé il y a 20 ans ou il y a Vous 30 savez, ans il m'est arrivé d'abord souvent de faire des reprises, mais évidemment, j'en faisais pas beaucoup. J'en faisais des fois une chanson par concert ou 2 maximum.
Mais dans un de mes premiers concerts à l'Olympia, j'avais repris quelqu'un, franchement, qui devait être inattendu pour le public, qui était Maurice Chevalier. J'avais chanté Donnez-moi la main, mademoiselle. Donc c'est vraiment, c'est le choix du cœur, et c'est l'interprète qui se fait plaisir et qui va essayer de partager ce plaisir avec le public. Ouais, ce que vous faites excellemment bien, évidemment. Alors tous ces grands que vous nous offrez sur cet album, hélas, ils sont tous décédés aussi, j'ai remarqué ça. Est-ce que Les Jours Heureux, c'était avant, Julien Clerc, finalement? Non, c'était aussi avant, on va dire. Mais là, retrouver les gens, c'est aussi des jours heureux. Je vous cache pas que je pensais, quand j'ai choisi ce titre-là, que les jours seraient plus heureux qu'ils ne le sont et qu'on serait débarrassé. J'ai pensé naïvement, il y a 1 an et plus maintenant, qu'on serait débarrassé du Covid. C'est pas tout à fait le cas, mais enfin, on reprend quand même la route parce que je trouve que il faut continuer de faire son métier. Voilà. C'est vrai. Alors là, on entend Maurice Vallet en fond. Hein. Alors, vous avez travaillé avec de grands paroliers, dont certains, si ce n'est tous, ont eu un impact considérable sur votre carrière et à commencer donc par Maurice Vallet, que vous avez rencontré sur les bancs du lycée. Il écrit des paroles avec moi. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est une chanson. On était amis, on était amis avant même de travailler ensemble. C'est ça, vous vous êtes rencontrés très tôt. Et alors, il y a eu aussi Rodagil, il y a eu Gainsbourg, il y a eu Souchon, il y a eu Aznavour, il y a eu Jean-Loup Dabadi aussi. Oui, il y a eu surtout Étienne Rodagil en premier, et puis après Dabadi dans l'ordre, et puis après, je crois, il y a eu Maxime Le Forestier, David McNeil. Souchon, c'était accidentel. C'était juste sur des reprises de chansons américaines. Oui. Là aussi, c'était comme quelque chose que je pouvais pas m'empêcher de faire parce que c'était une musique qui me marque trop, que j'aime trop toujours, qui est plutôt la musique des grandes chansons américaines. D'ailleurs, Rod Stewart appelait ça The Great American Songbook. Tout à fait. Donc c'est certaines de ces chansons, et j'avais demandé à Le Forestier d'écrire des paroles, McNeil m'en a écrit, et j'avais demandé à Souchon, qui a adapté très gentiment pour moi une chanson de Cole Porter. D'accord. Voilà. Et alors, effectivement, vous le disiez, il y a eu Jean-Loup Dabadi aussi, qui vous a fait notamment 2 grands titres qu'on connaît tous. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude, par hasard, j'aime sa solitude. C'est un titre parmi les 2 titres que je voulais vous citer. Donc celui-là, c'est ma préférence à moi. Puis il y a eu évidemment Femme, je vous aime, qu'on connaît tous, qui sont sortis sur votre album Femme, Indiscrétion et Blasphème. En 1982, on entend juste derrière, qui sont devenus des icônes au même titre que vous. Ça a été une chance pour vous, finalement, Julien Clerc, de chanter les paroles des autres et pas n'importe lesquelles, parce que la liste que vous aviez commencé à nous dire d'ailleurs tout à l'heure est impressionnante. Je râlais beaucoup au début, tout seul, je râlais tout seul. Je me disais, quel dommage que j'écrive pas aussi mes paroles. Et en fait, j'avais tort complètement. Je pense que si je suis encore là, c'est sans doute parce que je n'ai pas été capable d'écrire des paroles, et que toute ma vie, j'ai recherché des poètes, des paroliers dont je pouvais mettre les mots en musique. Je pense que c'est une des raisons de ma longévité, si on peut dire, parce que ça fait plus de 50 ans maintenant, même quelle carrière. plus de 53 ans que je chante, c'est justement parce que j'ai chanté les mots des autres. Et alors justement, ces paroliers avec lesquels vous avez travaillé sont tous devenus des amis en fait, ou étaient tous des amis déjà au départ, non ? Non, c'est souvent à se fréquenter quand on travaille. À créer ensemble, en fait. C'est ça qui est, d'ailleurs, on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est tellement intime quand on travaille avec quelqu'un que forcément on devient ami. Un chanteur, il se met à nu, forcément. Est-ce que c'est pas compliqué parfois de se mettre à nu avec les mots des autres, justement ? Non, parce que on a ce véhicule qui est merveilleux et très pudique en même temps, qui est la musique, donc derrière lequel on peut se réfugier. Non, c'est comme un petit peu des acteurs qui font des rôles. Moi, dans tous les mots qu'on m'envoie, évidemment, je choisis ceux qui me plaisent et qui m'inspirent, parce que bien souvent, il m'est arrivé de faire le contraire, mais bien souvent, quand même, surtout les dernières années, je mets des mots en musique, c'est-à-dire que je demande des textes et je mets une musique dessus. Et c'est un formidable véhicule pour
pour parler au cœur des gens, ça, chanter les mots des autres. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle dans une chanson, justement? Comment vous allez choisir un texte? Je sais pas. Est-ce que c'est le sens? Pas vraiment le sens. C'est le style. Et c'est surtout de trouver, n'est-ce pas, 2, 3, 4 mots qui vont se suivre et qui vont suggérer une mélodie. Voilà. C'est bizarre parce que c'est difficile. C'est difficile pour les musiciens de parler de leur métier. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour les auteurs de parler de l'histoire qu'ils vont raconter ou qu'ils vont mettre en mots. Un musicien, c'est vraiment du ressenti et c'est très difficile d'en parler. Donc quand on me pose cette question, je ne sais pas trop quoi dire. Ce que je sais, dont je suis pratiquement sûr, c'est que j'ai 2 métiers. J'ai le métier de mélodiste et puis après, l'interprète prend le pas sur le mélodiste. Et là, bien souvent, c'est là que je commence à découvrir le sens profond du travail des auteurs. C'est quand je deviens l'interprète et que je dois chanter ça tous les soirs, et tout d'un coup, je découvre, en tout cas, je redécouvre les chansons. Et finalement, une chanson, vous savez qu'elle touche au cœur quand vous la testez sur votre public, hein, c'est ça, c'est le spectacle essentiel, finalement, aussi. Oui. D'abord, déjà, j'essaie de me toucher au cœur moi-même. C'est-à-dire que quand je fais une musique, c'est un métier assez égoïste au départ. Et donc, et quand je trouve ça bien pour moi, ma foi, après, j'essaie de le partager avec les autres. Mais c'est un métier de transmission aussi complète, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de se servir de soi pour transmettre, et donc forcément, ça passe par soi-même au départ. Oui, tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qu'on se disait tout le temps avec Roda au début. Oui. Une fois qu'on avait fini une chanson, on se regardait puis on se disait bon, ça va, c'est digne. J'adore l'idée. Et alors, votre carrière, est-ce que vous êtes conscient, Julien Clerc, que c'est un peu une épopée française quand même? Ah bah oui, même complètement. Complètement. Hein. Ouais, complètement. Vous faites partie pour tout le monde, pour toutes ces générations en fait. C'est l'amour de la langue en fait. Ouais. Quand j'étais élève, quand j'étais fils, quand j'avais un père qui était vivant et qui avait fait, Dieu sait, des études brillantes, je voyais bien qu'il essayait de m'inculquer ce goût qu'il avait pour la poésie. Et des fois, je me disais, t'es nul, tu le déçois. Et oui, je le décevais beaucoup. Et puis, finalement, tout le travail qu'il a fait, ce combat qu'il a mené pour me faire aimer les mots, et ben finalement, il y est arrivé. Mais plus tard. Il vous a aimé interprète, votre père ? Mon père, il n'entendait pas grand-chose à la musique, mais évidemment, il lisait attentivement les textes, et il était assez critique sur les textes, mais enfin, je crois qu'il était content que j'ai réussi. J'étais son fils aîné. Mes parents, ils ont divorcé. J'étais très jeune. Donc après, j'ai eu des frères et sœurs qu'il a eu avec ma belle-mère. Mais il prenait un grand soin de moi, si vous voulez. Donc quand j'ai réussi, je pense qu'il était content. C'est comme il racontait toujours l'histoire de dire que il avait senti que le monde basculait le jour où au marché, son fromager ne disait plus il faut le fromage pour Monsieur Leclerc, mais il faut le fromage pour le père de Julien Clerc. Merci pour ce partage, Julien Clerc. C'est excellent sur Sud Radio avec l'icône incontestée de la chanson française, Julien Clerc, rejoint dans un bon quart d'heure par l'excellent réalisateur et auteur Raphaël Friedman. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio. Nous serons bientôt rejoints par le talentueux réalisateur et auteur Raphaël Friedman, mais pour l'instant, on continue avec notre Julien Clerc national. Julien Clerc, j'avais envie de vous faire une petite surprise. Donc j'ai demandé à Carla Bruni, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici aussi, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, quelle était sa chanson préférée de vous, et elle m'a répondu celle-ci. Je veux mes yeux dans vos yeux, je veux ma voix dans votre oreille, je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer, le mal de tout ce qui est merveille. Je veux encore brûler doucement. Que c'est beau. Ça met des frissons. Hein. Non mais c'est un grand auteur, Carla. Je l'ai connue, elle débutait comme auteure, elle était évidemment arrivée très haut dans la vie, dans son premier métier, on va dire. Et je l'ai connue au moment où elle amorçait sa reconversion. et en fait, je l'avais rencontrée l'anniversaire d'une amie commune. Et puis elle m'avait dit qu'elle écrivait des chansons, et je voulais pas trop la croire. Et puis j'en ai reçu une que j'ai mise en musique. Et puis après, je suis allé
chez elle pour lui jouer notre chanson, donc notre nouvelle chanson. Et puis, elle avait pris sa guitare et à l'époque, elle m'avait joué tout ce qui devait devenir son premier album. Et là, c'est là que j'ai vu qu'en fait, elle était habitée par la chanson depuis toujours, en fait. Alors, cette chanson, c'est Dérangé avec les pierres, voilà. Ouais. Et c'est une chanson que vous avez chacun sortie sur vos albums respectifs à l'époque, en 2008. Ça, c'est vraiment une première dans l'histoire musicale. C'est vachement sympa. Non, mais ça arrive. Alors, d'abord, il faut dire que c'est une tradition très ancienne dans la chanson française. Vous m'apprenez quelque chose, alors, ce soir. Dans la chanson anglaise aussi ou américaine, mais en France, par exemple, très souvent, des artistes qui sont eux-mêmes interprètes ont repris des chansons, et on l'avait même fait avec Françoise Hardy. Moi, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Fais-moi une place » avec Françoise, et elle l'avait reprise, elle aussi, sur un de ses disques. Mais là, vous avez sorti vos albums pratiquement simultanément, en fait. C'était ça qui était simultanément. Sympathique aussi. Et alors, finalement, c'est un choix de cœur, d'amour aussi pour ce titre à tous les deux, en fait. C'est pour ça que c'était un titre qui vous incarnait l'un et l'autre. Je le réécoutais, là, et c'est une chanson quand même originale, avec un texte osé, parce que c'est quand même très poétique, le texte. Mais dans ma vie, j'ai chanté beaucoup de choses. Je pense que dans les textes, ce sont toujours des textes de qualité, je crois, mais il y en a qui sont plus ou moins légers, plus ou moins. Et je suis heureux d'avoir pu quand même défendre quelques textes sérieusement poétiques quand même dans ma vie. Ça a été le cas avec Rodagil, mais avec Carla, c'est très souvent des textes. C'est un engagement pour poétiques. vous aussi, finalement. C'est le seul vrai engagement de ma vie qui est un engagement poétique et artistique. Le reste, ce sont ce qu'on parle des engagements. Quand on parle des engagements d'un artiste, ce sont des engagements d'hommes, mais qui ne doivent en aucun cas jamais dépasser le seul engagement qui soit, qui est l'engagement artistique, bien sûr. Bien sûr. Alors, Carla Bruni, elle a écrit pour vous dès 2000, notamment le titre « Si j'étais elle » qu'on entend en fond. Et alors, elle dit de vous que vous lui avez enseigné la grande liberté des autodidactes. Et qu'est-ce que ça vous évoque, Julien Clerc, la grande liberté des autodidactes ? Alors, c'est moi qui suis sûrement dans son esprit, c'est moi qui suis l'autodidacte, je suppose. Elle a tout à fait raison. Oui. Mais oui, c'est-à-dire que quand on n'est pas un sachant, qu'on travaille avec son cœur et son oreille, en ce qui me concerne les musiciens, on n'a pas de barrière, en fait. On n'a pas ce que peuvent avoir des sachants. Par exemple, un sachant en musique, il peut se dire, avec tel accord, je ne peux pas mettre telle basse. Qu'est-ce que c'est un sachant ? C'est quelqu'un qui a fait des études, qui est très bon au solfège, par exemple. D'accord, ok. Bon, ce que je suis absolument pas. Vous êtes un cherchant ? Je ne veux pas vous mentir en disant que je ne sais pas les accords que je fais, encore que plus de 50 ans après, sur certains accords, je ne sais pas ce que je fais, vraiment. D'accord. Mais on ne s'en rend absolument pas compte quand vous voulez jouer, Julien Clerc. Si, je ne suis pas très bon au piano. Mais je sais pas très bien ce que je fais, mais j'ai une espèce de logique personnelle, si vous voulez. J'ai des enchaînements. C'est que de l'instinct, finalement ? Il y a beaucoup d'instinct. De travail instinctif, on va dire. Voilà, je ne sais pas comment vous dire autrement. Une expression instinctive. Non, mais il y a une visitation. Et c'est certain, mais ça, je suis sûr que c'est le cas de tous les gens qui créent quelque chose. Il y a quelque chose du domaine de la visitation. Ce qu'on appelle le pif, quoi, aussi, un peu, non ? Oui, il y a des gens qui vont même plus loin, qui disent que c'est presque à la limite du religieux. Moi, je ne suis pas très religieux. Mais vous êtes transcendé quand vous créez ? Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme ça parce que d'abord vous extrayez du monde quand vous êtes dans une bulle absolue. Il peut se passer, moi quand je suis au piano, souvent mon piano est dans la pièce principale de la maison. J'ai composé une foule d'albums dans la pièce principale de la maison. Il m'est arrivé de composer avec des enfants qui me montaient sur les genoux, etc. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, franchement. Et je vois pas même le quand temps les passer. enfants vous montent sur les genoux. Ouais. Donc, ça ne doit pas toujours leur plaire, a priori. Ah bah oui, moi j'avais un fils qui faisait non, il tapait sur le piano pour que je le regarde. C'est mignon. On va revenir un peu à votre jeunesse, justement, parler de votre papa. Alors votre papa, il vous a initié à la musique classique. Non, c'est sa femme qui m'a mis. D'accord. C'est ma belle-mère qui m'a c'est votre belle-mère. La musique est une histoire de femme. J'avais c'est drôle, ma mère que je voyais donc pendant les
les Oui, week-ends. qui elle vous faisait écouter Brassens et Piaf. Oui, hein, et la ça. chanson, Voilà. le jazz. Elle Ouais. avait une bonne discothèque, ma mère. Et puis, à la maison, à Bourg-la-Reine, Ouais, c'était ma belle-mère qui m'a élevé quand même. d'accord. Et elle, c'était musique classique à 2000%. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça vous a formé l'oreille finalement, Ouais, Julien complètement, Clerc? Clairement. complètement. Hein. Ouais, ça a vachement Complètement. joué, quoi. 2 foyers, 2 mères, 2 musiques qui n'avaient rien à voir. Enfin, pas rien à voir. Des musiques différentes quand même. Évidemment que c'est ça qui m'a formé. Et alors, vous dites que vous n'êtes pas très bon au piano, mais vous avez quand même commencé à 6 ans. Bah oui, mais j'étais pas très bon élève et j'en ai. C'est pas ce que j'ai gardé. J'ai gardé, je sais pas, j'ai gardé quelque chose dans l'oreille. Un sens du rythme aussi, peut-être, une rythmique aussi des mots qui vous vient du piano. Peut-être. Ouais, peut-être. Le chant, comment ça vous est venu, Julien Clerc? Pareil, autodidacte. C'était J'ai une fait envie des très vacances. tôt, ou On a fait c'était... des vacances en Corse. Ouais. Et puis il y a des musiciens venant du continent qui ont débarqué sur le port de Calvi et qui cherchaient un chanteur. Ouais. Et moi j'étais avec un copain avec qui je campais dans le camping de Calvi. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, moi, je peux chanter si vous voulez. D'accord. J'ai appris toutes vous les êtes chansons retrouvé. qui jouaient, qui étaient naturellement les chansons que nous écoutions. Oui. Sous la tente, à toute vitesse l'après-midi, certaines dans un sabir franco-anglais comme je pouvais. Et le soir même, j'ai chanté comme ça, complètement Et vous instinctivement. êtes découvert une vocation à ce soir-là, ou c'est Bah, venu je plus sais tard? que ça m'a plu en tout cas. Ça vous a plu, quoi? Ça vous a plu parce qu'il y a eu aussi la réaction du public, ou... Ouais. Et puis quand vous avez eu le trac. Je l'ai eu beaucoup plus après. Pas quand je faisais les trucs des autres. Quand vous avez pris conscience vraiment de la... Quand vous êtes rentré dans le chemin de la carrière, vous avez commencé le trac. Quand je chantais ma musique, j'avais le trac. Voilà. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre première scène, Julien Clerc, à part celle-là, la première scène vraiment pro? La première scène, c'est en première partie d'Adamo, à Boulogne-sur-Mer. Ah ouais. Et dans quel état vous étiez 3 chansons. alors? Ah bah, un état terrible, puisque j'avais même oublié mon costume de scène. Donc, j'ai un copain qui a fait l'aller-retour à toute vitesse pour revenir. Heureusement, Boulogne-sur-Mer, c'est le nord. Il a réussi à être là à l'heure. Et je suis rentré, je m'en souviens très très bien, comme si c'était hier, parce que c'est une impression que je n'ai plus jamais ressentie, par définition. Ah, c'était ma question d'après. Je suis rentré comme en apnée. Je chantais 3 chansons en première partie de Salvatore. Et je suis rentré comme j'ai été aveuglé, j'ai enfilé mes 3 chansons et je suis ressorti absolument comme si j'étais en apnée. Le public de Salvatore Adamo, c'était un public merveilleux, c'était un public populaire, plein d'empathie, très, très gentil. C'était plus compliqué après quand j'étais en première partie de Beko, c'était un public plus difficile, qui était vraiment venu là pour son artiste. Ouais. Pas facile les premières parties au début, quand on débute. Apprend vraiment son métier dans les premières parties. C'est comme ça qu'on apprend? Ah oui. Ouais. Je crois qu'il y a 2 écoles. C'est l'école des premières parties et puis l'école, alors là, ça n'est plus tellement de mise, mais beaucoup de gens avant, de cette fameuse génération-là que j'ai chanté dans ce disque, qui ont rempli leur métier dans des boîtes, dans des clubs, et qui chantent pendant que les gens parlent, que les gens boivent, etc. Et là, quand vous réussir arrivez... à exister, si vous arrivez à exister ce soir-là, c'est que vous êtes très très bon. C'est que vous avez du charisme. Est-ce que vous avez un préféré dans tout cela, justement, où ils sont tous égaux? Non, je n'ai pas de préféré, ils sont tous égaux, parce qu'ils m'ont tous apporté quelque chose de différent. Ouais. Vous êtes d'accord qu'il y a une exception française, en fait, quand même, culturelle, musicale? Et eux, ils en sont la preuve brillantissime que c'est la grande époque de la chanson française, ils ne sont pas encore marqués comme nous, dans notre génération, nous allons l'être par le rock'n'roll. Oui, c'est vrai, ça. C'est-à-dire que nous, après, on est obligé on se doit de faire une chanson qui continue le sillon de la chanson française, mais on ne peut pas ignorer, ne serait-ce que pour le plaisir, ce qui est arrivé tout d'un coup quand on avait 14 ans, c'est-à-dire le rock. Et ce qui a évolué finalement entre l'avant et l'après, justement, ce rock-là, est-ce que c'est la structure des chansons? Est-ce que c'est la manière de les chanter? Qu'est-ce qui a changé tout d'un coup? Je pense que d'abord que ces gens-là ont eu souvent une carrière internationale plus importante que la nôtre, parce que le rock'n'roll, c'était la prise de pouvoir définitive des anglo-saxons sur le monde, et économique aussi, d'ailleurs.
Donc, par exemple, je vois, je sais pas moi, Beko, Aznavour, chaque année, ils allaient chanter au Japon. Par exemple, le Japon, c'était vraiment un territoire de la chanson francophone. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus ? Non, je crois que ça ne l'est plus. Donc, tout d'un coup, le rock'n'roll a tout bouleversé, si vous voulez. Et ça a bouleversé notre vision à nous aussi. Même si certains de ces artistes, moi je me souviens de Beko me disant que son artiste préféré c'était Sinatra. Hein. Donc il était, même dans leur génération, ils étaient marqués par les Américains et traînaient. Il a rien fait d'autre que d'amener le swing dans la chanson française. Hein. Donc les Américains étaient déjà présents. Mais il y avait nous, quand on même va dire que cette gouaille et cette qui s'est peut-être un peu perdu. Ça a été le raz-de-marée du rock'n'roll. Et on a fait avec, c'est ce que dit toujours mon premier arrangeur, enfin Jean-Claude Petit, qui est un immense arrangeur. Quand je lui ai apporté mes cassettes la première fois, il a dit il n'est pas comme les autres, parce qu'à la fois, c'est pas du copier-coller des anglo-saxons, mais on sent que c'est là quand même. Et en même temps, il y a des accords très classiques. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de faire ses arrangements des 7-8 premiers albums, où il y a du symphonique avec des rythmiques. Finalement, vous avez inventé le nouveau style de la chanson française. Non, je n'ai rien inventé du tout. Avec tous ces gens-là, justement. Non, mais il faut dire qu'on était... Roda Gilles était plus âgé que moi. Et on était quand même... Et moi, avec tous ces gens que j'avais écoutés, dont certains que j'ai vus, revus en scène, dont Beko, évidemment que je regardais tous les soirs quand j'étais en première partie, on était à la croisée des chemins. Étienne était très marqué par Léo Ferré, par exemple. Et donc, on a... Et en même temps, on ne pouvait pas ignorer Bob Dylan et les Beatles et les Stones. Donc voilà, nous, on a fait un mélange de tout ça. C'est vrai qu'ils étaient visibles. Merci Julien Clerc, c'est excellent sur Sud Radio en compagnie du grand chanteur Julien Clerc. Restez là, on revient avec le réalisateur et auteur inventif Raphaël Friedman. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est la deuxième partie de votre émission. Ce soir sur Sud Radio, on parle chansons françaises et cinéma avec pour vous en studio notre icône nationale Julien Clerc. Julien, on va y arriver, accompagné de l'étonnant réalisateur et auteur Raphaël Friedman. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio, Raphaël Friedman. Bonsoir, merci. Alors Raphaël Friedman, je l'ai dit, vous sortez chez Gallimard un roman graphique noir, une BD noire, l'échelle de Richter, dont vous avez écrit le texte et l'illustrateur Luc Desportes les dessins. Alors ce sont des dessins assez minimalistes, comme le choix de narration d'ailleurs. Est-ce que la force naît du silence dans votre narration finalement, Raphaël Friedman ? Je ne sais pas si c'est du silence ou en tout cas d'une sorte d'écho, d'où le titre l'échelle de Richter, parce que ce qui nous a intéressé plus que l'enquête policière, c'est vraiment cette idée qu'il y a un séisme, dans le cas de notre histoire, une personne retrouvée morte dans un hôtel, et que ce séisme, ce drame, va toucher des gens, va les impacter, qu'ils soient très proches, des membres de la famille, ou beaucoup plus distants. Ils vont quand même, dans leur vie de tous les jours, être impactés par ce séisme. Donc je ne sais pas si c'est le silence ou l'écho. Voilà, quelque chose c'est ça. Il y a un truc qui est en tout cas proche. Et alors pourquoi est-ce que vous avez choisi le noir et blanc? Est-ce que ça va avec le style polar finalement? Pourquoi il n'y a pas de couleur du tout? Je crois que tout s'est fait de façon assez empirique dans un travail à quatre mains avec Luc. Ça s'est imposé sans une réflexion obligatoirement consciente. Il y avait un texte préexistant qui était celui d'un scénario à la base que j'avais écrit, et lorsque Luc a apporté son talent, qu'on a caractérisé les personnages, qu'on a trouvé comme ça l'univers et l'esprit, il est sorti en noir et blanc, et de façon instinctive on a trouvé que ça faisait sens. D'accord. Alors justement, vous nous avez mis sur la voie, Raphaël Friedman. Je répète que c'est l'échelle de Richter dont on parle ce soir, sortie chez Gallimard. Chez Gallimard, on retrouve dans ce livre, cette BD, le style assumé des storyboards. Alors justement, pour mes auditeurs, les storyboards, c'est les dessins des scénarios avant le tournage, qui sont réalisés avant un tournage. Et ce livre, d'ailleurs, c'était un projet de film au départ, c'est bien ça? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Je sais pas, pour être tout à fait honnête. Alors, on retrouve, en tout cas, un style qui est le fait très cinématographique, et le fait que Luc puisse positionner presque comme des angles de caméra, de voir l'action sous différents angles. Mais c'est vrai qu'il y a une forme très atypique pour la BD et même pour le storyboard. Dans le jargon des BD, on dit que c'est un gaufrier, c'est-à-dire les petites cases dans lesquelles on remplit. Il n'y a pas de cases dans notre BD, et c'est pour ça aussi parfois qu'on
on parle de roman graphique, c'est très libre. Et je crois que, voilà, dans le storyboard, c'est la même chose. Il y avait une volonté plus empirique, plus de puzzle, y compris dans la composition de la page. D'accord. Et alors, vous racontez, vous l'avez dit dans ce livre, un meurtre et son enquête criminelle, à travers une galerie de personnages qui sont plus ou moins ratés, socialement les uns et les autres. Est-ce que ça part aussi de la volonté pour vous de mettre en lumière une minorité un peu invisible, ou c'est juste que ça allait avec le genre et que ça allait bien dans l'histoire, tout simplement? Alors, socialement, il y a quand même des personnages très différents. Un personnage de médecin, un personnage de comédienne. Un peu, en souffrance, on va dire. Ils ont tous des failles, voilà. On va dire, pour rester dans le sans spoiler, on va dire, le vocabulaire sismique. Ils ont tous des failles, mais je crois que c'est sans doute notre cas à tous. Non, l'idée, puisque c'est une histoire qui se passe essentiellement à Paris, l'idée c'était de donner un petit peu de corps à des personnages purement parisiens. Il y a un exercice ordinaire aussi, finalement. Oui, en tout cas qu'on peut croiser. Il y a un exercice de scénario qu'on fait quand on est en école de cinéma, qui est de se mettre à une terrasse de café et d'essayer d'imaginer quelle est la vie des uns des autres. Je crois qu'il y a un peu de ça dans l'échelle de Richter, comme si on était dans le métro, qu'on regardait les gens autour de nous et qu'on pouvait imaginer quelle était leur vie en général. C'est pour cette raison qu'elle est construite sur, en effet, 7 chapitres, 7 personnages impactés par cette histoire, et qu'on suit autant l'histoire de chacun de ces personnages que l'histoire du crime en lui-même. Et alors, comment est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qui vous inspire? Comment est-ce que vous trouvez le nœud d'une histoire? Comment est-ce que vous procédez pour créer, justement, pour écrire une histoire comme ça? D'où ça vous sort, en fait? Alors là aussi, je crois que c'est un sacré mystère. Dans le cas de l'échelle de Richter, ça a pris énormément de temps, en 2 phases. La phase d'écriture purement de scénario, qui devait être un film, et puis une phase de redécouverte aussi, et d'adaptation, absolument, pour le roman graphique avec Luc, qui fait qu'on a abordé les choses différemment et qu'on l'a redécouvert. Donc là, je crois que c'est un mélange... C'est un mélange de techniques scénaristiques, ça c'est sûr, mais après sans doute de sensibilité, de parcours de vie qui fait que telle personne rencontrée vous inspire, que vous le mélangez consciemment ou non avec une autre personne rencontrée, et que finalement vous créez comme ça des personnages qui eux-mêmes vont avoir quelque part leurs existences propres. Vous suivez ? Alors, justement, Julien Clerc, est-ce que vous ne pensez pas que s'inspirer de l'ordinaire, c'est aussi ce qui fait des grandes chansons, ou c'est ce qui peut faire aussi des grandes œuvres, finalement, quand on parle de choses communes qu'on transcende, comme on disait tout à l'heure? Qu'est-ce que vous en pensez? L'inspiration, c'est évidemment important. Le sujet, c'est évidemment important. Mais ce qui est plus important, à mon sens, c'est l'angle sous lequel on le traite. En particulier dans la chanson, où bien souvent on parle d'amour, et où ce qui est intéressant, c'est le style et l'angle sous lequel c'est traité. Bien sûr. Voilà. Donc, les sujets sont évidemment... a fortiori pour des scripts ou des scénarios de BD ou de films, évidemment que le sujet est hyper important. Mais c'est la façon de le traiter qui est peut-être le plus important. Oui, le diable est dans les détails, hein, on est bien d'accord. Et finalement, Julien Clerc, les chansons, c'est aussi comme des petits films de vie. C'est pour ça qu'on en fait des clips. C'est des moments instantanés, comme ça, arrêtés, en mouvement aussi, en même temps. Ça dépend de la chanson. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à faire en clip. Il y a des chansons qui racontent... Quand c'est très abstrait, c'est peut-être plus compliqué. Oui, il y a des chansons qui racontent des choses... des fois rien, et c'est juste un truc comme ça de ressenti, des fois très peu de choses, des fois effectivement qui racontent des histoires, et c'est toujours, à mon sens, la difficulté des clips, la difficulté d'avoir un bon clip, parce qu'il faut que le réalisateur arrive à mettre ça en image, si vous voulez, et je dois vous dire que c'est plus ou moins réussi. Alors, Raphaël Friedman, ici présent, justement, il en a fait pas mal des clips, notamment pour Thomas Dutronc, pour Ayo et pour pas mal des chanteurs qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est un exercice similaire à une écriture comme ça, ou à un long métrage? Comment justement on arrive à créer des images en partant d'un texte aussi court, en fait, qu'une chanson qui raconte autant en si peu de temps?
je crois que c'est un exercice très différent, mais c'est un exercice qui est basé, si je peux faire peut-être un rapport sur la rencontre. Moi, c'est la rencontre avec un dessinateur. Dans une fiction, on peut y avoir une rencontre avec une histoire, avec des comédiens. Sur un clip qui est en effet un objet, j'allais dire presque bâtard, dans un sens un peu particulier. C'est d'abord la rencontre. Pourquoi bâtard ? Bâtard, parce qu'il est justement au mélange, il trahit tout le monde. Il trahit le cinéma, il trahit la chanson, il trahit tout le monde. Il trahit l'imaginaire de celui qui écoute un morceau et qui va lui-même se faire sa représentation ou pas sa représentation. On va quelque part imposer une imagerie sur quelque chose qui, par définition, n'en a pas. Donc, c'est un objet comme ça, un peu ingrat, un peu au carrefour de plusieurs choses. Mais il se construit d'abord, je crois, sur une rencontre avec un artiste et une rencontre sur une chanson. Et ensuite, c'est presque ça qui est assez beau, c'est que c'est presque raté d'avance, dans le sens où c'est une trahison. Mais moi, je fais partie de cette génération qui a été très marquée par les clips, qui presque... Vous avez grandi avec ça. Oui, mes premières émotions presque visuelles, scopiques, sont des clips. Notamment je pense à Téléphone. Oui. Pardon, le titre, excusez-moi, Demain un autre monde, pardon. Oui, un autre monde, je crois que c'est ça. C'est un autre monde, absolument. Épaule tatou d'Étienne Dao, c'est un clip particulièrement érotique, mais la fille au bas nylon, je pense, a marqué mon imaginaire de jeune enfant et d'adolescent. Donc, je veux dire par là, le clip, et puis après MTV, les clips de hip-hop, etc., plus tard, adolescents, ont été quelque chose de très important. Et c'est ça qui vous a donné envie de faire de l'image, en fait, qu'elle soit musicale ou cinématographique? Je pense que ça a eu un rôle important, absolument. Parce qu'il y a quand on aime la musique, c'est quand même pour quelqu'un qui fait de l'image, en tout cas un endroit de rencontre. Voilà, c'est un chemin détourné. Julien Clerc, ça résonne chez vous? Vous êtes déjà senti trahi par un clip, justement, sur une de vos chansons? Je demande le droit au joker, mais vous avez déjà, en tout cas, ça correspond pas toujours à votre imaginaire à vous, quoi. C'est ça, on va dire. Non, mais des fois, je les trouve pas réussis. Mais bon, Dieu merci, on a eu quelques-uns quand même. Le dernier, là, sur la bicyclette, est pas mal, parce il respecte un truc un peu léger qui flotte comme ça au-dessus de la terre de France. Là, ça va, c'est bien fait. Et justement, il s'est pas trop pris la tête. Finalement, il y a des belles images, et puis voilà, ça suffit. C'est vraiment, on peut rien dire de mieux qu'est-ce que Monsieur Friedman vient de dire. L'efficacité, c'est la simplicité finalement aussi parfois. Ça dépend de la musique, ça dépend de l'artiste, ça dépend. Il y a des clips formidables d'Orelsan par exemple. Je sais pas si ça a à voir avec la chanson, mais c'est pas grave. Tout d'un coup, l'image va avec la musique. Je crois que c'est ça en fait le clip. Faut que l'image aille avec la musique. Ça. Donc finalement, Raphaël Friedman, même si vous projetez votre propre subjectivité dans un clip, est-ce que finalement c'est pas peut-être le but, c'est peut-être justement d'aller complètement à l'opposé parfois de ce qu'on vous propose dans les paroles pour justement sortir de cet imaginaire que vous trouvez tronqué du coup un petit peu. De toute manière, c'est toujours un lieu de discussion. Il y a beaucoup de paramètres dans un clip. D'abord l'artiste, sa chanson. Évidemment après, c'est aussi un objet qui est un objet commercial. Donc il y a aussi d'autres enjeux qui rentrent en compte. Et puis après, il y a la fabrication, la réalisation. On peut tous avoir une idée magnifique autour de la table. Et puis après, il faut la fabriquer avec ce que ça a aussi de réussi ou de décevant. Mais cet enjeu-là, en tout cas à un moment, j'en fais plus beaucoup, me semblait très excitant et intéressant et amusant et un espace de créativité. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez comme exercice entre tous ces exercices différents que vous faites, que ça soit long métrage, documentaire, court métrage, clip, pub, vous faites aussi, et puis maintenant écriture, Raphaël Friedman. Je crois. Est-ce que tout ça va ensemble déjà forcément? Ça, je sais pas. Je sais pas très bien. Je pense que sur l'échelle de Richter, avec Luc Desportes, il y a eu
un vrai espace. C'est une rencontre aussi, en fait. C'est une rencontre, et c'est aussi une rencontre avec un éditeur qui nous a fait confiance à mi-parcours. Je crois que c'est un espace. Le cinéma, l'audiovisuel de façon générale, il y a quand même une question de fabrication qui est assez lourde, qui de fait demande un investissement financier toujours important. Et donc qui amène de fait beaucoup de paramètres dans la fabrication d'une œuvre. Un roman graphique comme celui-ci, au moins pour qu'il existe après être imprimé, édité, c'est encore autre chose, mais il y a besoin de beaucoup moins de moyens, et je crois que c'est aussi ce qui a beaucoup plu à Luc, qui a travaillé pour beaucoup de réalisateurs français, parce que c'est un grand storyboarder, Jacques Audiard, Clapiche, Ozon, ce plaisir de ne plus avoir à dessiner uniquement, je prends un exemple, 20 personnes, parce qu'on sait qu'il y aura 20 figurants et donc 20 cachets, mais qu'on peut d'avoir de la liberté de ton, peut avoir quoi. une liberté de ton, une liberté de dessin, une liberté de récit. Ça a été un grand plaisir. Et en quelques mots, justement, la préface de ce livre, L'échelle de Richter, que je rappelle, qui est sorti chez Gallimard, c'est Cédric Clapiche. Pourquoi est-ce que vous lui avez demandé à lui ? Alors, Cédric Clapiche, qui nous fait une très belle préface, on a eu cette chance. Cédric Clapiche, Luc avait fait pratiquement tous ses storyboards, il se connaissait très bien. Et où à un moment, après 1 an de travail, on n'avait fait que 2 personnages, je rappelle qu'il y en a 7. C'est un travail très long. On s'est découragé, on ne trouvait pas d'éditeur. Et Clapiche a vu ce qu'on avait fait et a su nous dire qu'il ne fallait pas laisser tomber. Et ça a été l'impulsion, en fait, qui a fait que vous avez signé derrière. Absolument. Ça a été un moment très important. Et donc, quand on est arrivé au terme et que Gallimard nous a amené, on lui a demandé s'il acceptait de signer cette préface, ce qu'il a fait avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Merci à tous les deux, et merci à vous d'écouter cet excellent sur Sud Radio. On revient juste après ceci pour encore un petit quart d'heure d'excellence française avec Julien Clerc et le réalisateur Raphaël Friedman. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, vous en avez raté beaucoup, mais il en reste encore un peu, heureusement pour vous, encore un peu de temps pour raconter les parcours de ceux qui ont choisi l'excellence française, et c'est pas n'importe lesquels ce soir. Je suis en compagnie de l'icône de la chanson française Julien Clerc et du prolifique réalisateur et auteur Raphaël Friedman. Alors Raphaël Friedman, on l'a dit, vous avez fait beaucoup de clips. On n'a pas dit par contre que vous avez eu l'occasion de faire des films sur des musiciens live, sur scène, dont un notamment, moi, qui m'a beaucoup marqué, celui de Femi Kuti, donc le fils du grand Fela Kuti. Tous deux, les grands spécialistes de l'afro-jazz qu'on connaît. Tout cela au cœur de la mythique salle de concert de Lagos au Nigeria, le Shrine. On imagine que c'est une expérience incroyable. Est-ce que c'était aussi encore une manière... Vous avez beaucoup voyagé, je sais, Raphaël Friedman. Est-ce que c'est important aussi pour vous d'aller chercher les nouvelles cultures, les faire découvrir ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Femi Kuti. Vous avez raison, c'est Femi et Fela quelque part, parce que c'est une histoire de filiation entre ces deux artistes. Et aujourd'hui, avec le fils de Femi, Madé Kuti, qui reprend le flambeau, en effet, de l'afrobeat. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir un ami producteur qui allait enregistrer cet album. Et quand j'ai appris qu'il enregistrait cet album, je me suis dit, c'est pas possible, prends-moi dans l'avion et allons essayer de faire quelque chose sur l'enregistrement, en effet, de cet album, Africa Shrine, à Lagos. C'était pour moi un rêve de pouvoir y être, et encore une fois de faire cette rencontre. Le film a quelque part dépassé un peu nos espérances, il est sorti en salle. C'est un film, je sais, d'abord très important pour la famille Kuti, et qui raconte l'enregistrement d'un album, et qui raconte cette salle, cette filiation aussi, et cette salle tellement particulière à Lagos, et le rôle de la musique. Et cette transmission aussi par le public, on en parlait tout à l'heure avec Julien Clerc, justement, de l'importance du public. Et là, le public, il participe au concert par son énergie, par son implication aussi dans ce qui se passe sur scène. Oui, parce que nous, on a la grande chance, on est des enfants gâtés, mais dans certains endroits, l'idée de pouvoir écouter de la musique et aussi des messages politiques, comme ça peut être le cas pour Fela et Femi Kuti, c'est un moment
très rare, très précieux, particulier, et qui on est face à un public qui a des grandes difficultés dans la vie de tous les jours, des manques d'eau, manque d'électricité, et donc des problèmes concrets, quoi. Des problèmes très concrets, et donc c'est un moment de catharsis où la musique, la danse et le concert sont un moment évidemment en même temps de s'évader, de se décharger, mais aussi de prise de conscience presque physique et musicale d'un quotidien qui est peu raconté. Et donc c'est une salle de concert très impressionnante. Ouais. Alors ils sont plusieurs dizaines de musiciens sur scène aussi, et puis Femi Kuti, à des moments il rentre carrément en transe, hein, c'est ça, il est dans une transe, ça doit être très impressionnant à voir ça justement, il rentre dans sa musique ou c'est sa musique qui rentre dans lui, on ne sait pas très bien. Je crois que c'était généralisé, et en plus il y avait la chance de pouvoir filmer, ce qui est assez rare, et être sur scène très proche de lui, parce qu'il n'y avait pas d'autres retransmissions, donc j'étais à l'intérieur, je crois que le film le traduit aussi, cette proximité. Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transe, mais comme je crois la musique l'est, d'une façon ou d'une autre, elle parle quelque part à l'âme, elle parle par différents, et là les enjeux étaient très forts pour chacun. Ouais. Julien Clerc, on en parlait justement avec vous de transcendance tout à l'heure. On peut déceler des moments de concentration tellement intenses quand on vous voit sur scène aussi, où vous êtes tellement dans ce que vous jouez, dans ce que vous donnez à votre public, qu'on vous imagine aussi dans une forme de transe comme ça. Est-ce que je me trompe? Bon, alors c'est pas, là on parle de l'Afrique en plus, donc c'est un continent qui est bien entendu, c'est autre chose. Je veux dire, où la transe, la magie, etc., est toujours omniprésente. Mais c'est vrai que quand on est un chanteur sur scène, c'est à peu près le seul moment de la vie qui nous différencie de nos congénères. C'est-à-dire que là, on a un personnage différent. Et la personne timide, tout d'un coup, ne l'est plus. Se transcende, justement. Se transcende. Et puis, il y a ce rapport avec le public, cette espèce de fil invisible qui est tissé, et qui est un fil d'émotion, et que ça, évidemment, ça se ressent très très fort. Et justement, votre public à vous, il est très éclectique aussi. Est-ce que vous avez conscience de ça, que vous sortez les gens de leur quotidien et que vous leur apportez de la douceur, de la beauté, de la poésie, et que c'est aussi pour ça que ça marche peut-être depuis 50 ans, votre histoire? Peut-être, j'espère que... C'est donner du bonheur, quoi, oui, c'est finalement. Ça. Oui. C'est ça, dans tous les gens que j'ai repris là sur cet album, il n'y en a qu'un qui sortait de... Finalement, quand on va voir un artiste, je crois, la plupart du temps, 99,9 fois sur 100, on sort, on est heureux, je crois, on est sur un petit nuage. De tous les concerts que j'ai vus, je n'en ai pas un, sauf un. Et je pense que Léo Ferré, on ne sortait pas particulièrement heureux du très concert, mélancolique, Léo Ferré. Oui, on sortait chargé, on avait le cœur lourd, mais c'était génial aussi. Quel bonheur de l'avoir vu d'ailleurs. Ah oui, vous avez une grande chance. Là, c'était vraiment à part. C'est pas un artiste de variété, en fait, je crois. Non, c'était un poète aussi. Raphaël Friedman, filmer les musiciens, c'est un choix de genre qui revient beaucoup dans votre chemin. C'est une passion chez vous, c'est un choix clair. Est-ce que la musique, pour vous, ça transmet encore mieux les émotions, finalement? La filmer, est-ce que vous auriez eu envie d'être musicien, peut-être? Je crois pas que j'aurais aimé être musicien, mais ce qui m'a toujours interpellé dans la rencontre avec les musiciens, c'est ce dont parlait Julien Clerc tout à l'heure, c'est-à-dire quand même, pour chaque artiste, pour chaque auteur, cette alchimie personnelle dans la création d'une œuvre, et qu'on peut retrouver dans une œuvre graphique, chez un peintre, chez un artiste, et sur un média comme celui du cinéma, de l'audiovisuel. Cette question m'a quand même toujours taraudé. Elle trouve aujourd'hui sa place dans un objet particulier. Je crois que... pardon de vous couper, mais je pense qu'on ne connaît pas vraiment un chanteur, en fait, tant qu'on ne l'a pas vu sur scène. Je suis bien d'accord. Les chanteurs, on peut adorer la musique de certaines personnes, mais tant qu'on ne les a pas vus la faire, il manque une pièce du puzzle, je crois. Oui, clairement. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux qu'acquiescer. Alors, on parle d'émotions, justement, dans cette émission. Alors, Julien Clerc, en réécoutant votre œuvre, parce que pour le coup, j'ai bien réécouté, là, depuis 2 jours, pour préparer cette émission, certaines chansons, elles ont provoqué chez moi, on va le dire clairement, comme elles l'ont toujours fait, des émotions très vives, de la tristesse au plaisir, à la joie. Est-ce que c'est aussi parce que vous les vivez, vous, finalement, que ça marche comme ça, vous croyez? Parce que moi, ça me hérisse le poil, certaines chansons, c'est impressionnant. Non, mais je crois qu'il y a une chose, cette voix, les voix
une voix, c'est un peu magique, si vous voulez. Moi, je n'aime pas particulièrement ma voix. Ah bon? Mais non, j'en suis pas fou. Vous écoutez un petit peu? Je m'écoute quand je suis obligé. Oui, au studio, quoi. Quand je suis d'abord au studio, et puis quand je vais faire un tour de chant, je suis obligé de réécouter un petit peu pour voir si c'est un truc à bien traverser le temps, si je peux reprendre ça ou ça, etc. Mais je pense qu'il y a une chose qui vous dépasse. Quand vous êtes chanteuse, vous avez cette chose qui vous a été donnée par... Les gens qui croient pensent que c'est Dieu, les gens qui croient moins pensent que c'est la mère nature, mais en tout cas, c'est cette chose, que c'est la voix, et une voix, c'est un peu magique, et la voix, ça a du charme, dans le sens, le mot charme, quand on jette un charme à quelqu'un, dans le sens ancien du terme. Donc, moi, je crois que tout passe par la voix, en fait. Oui. Ce n'est pas qu'un organe, quoi, en fait, finalement, la voix. C'est vraiment ce qui représente l'intérieur de qui on est, donc forcément, sur scène. Oui, un peu. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais je sais que moi, à chaque fois que je vais voir, et moi, je vais beaucoup voir de chanteurs, j'en ai beaucoup vu dans ma vie, c'est un plaisir particulier quand le chanteur ouvre la bouche et que tout d'un coup, on retrouve quelque chose qu'on a vécu, enfin, on retrouve ce son. C'est ce que vous avez réussi à faire avec votre dernier album, parce qu'on retrouve l'émotion. Moi, je retrouve l'émotion de Barbara, par exemple. Tant mieux, c'est un compliment que vous faites, parce que Barbara, c'est compliqué. Mais, enfin, c'est compliqué. Moi, j'ai fait ça vraiment instinctivement. La plus touchante aussi. Je l'ai tellement entendu quand je faisais mes devoirs. C'est comme si j'avais écrit les trucs moi-même, tellement je connais son œuvre. Mais j'ai essayé de prendre que des chansons comme ça, si vous voulez, que je chantais avec mon cœur, et que je pouvais faire tac comme ça. Je voulais pas que ce soit compliqué, si vous voulez. Et c'est en ça que je me suis rendu compte que c'était vraiment mon ADN. Ça glisse. Raphaël Friedman, est-ce que vous allez finalement, du coup, en faire un film de l'échelle de Richter? Je rappelle que c'est sorti aux éditions Gallimard, pour les auditeurs. Alors, c'est pas totalement impossible, ça dépend, encore une fois, pas uniquement de moi. C'est évident que là, ça va être plus facile maintenant, ça va être plus facile, et puis ça a trouvé sa forme. Mais si c'est pas le cas, ce sera pas obligatoirement une grande déception. Je crois que ça existe. Parce qu'il existe maintenant, qu'il existe comme tel, et qu'il a déjà pris forme, et voilà. Donc et vous avez des projets de films en ce moment? Pour l'instant, non. Vous êtes sur l'échelle de Richter? Pour l'instant, je suis sur l'échelle de Richter, absolument. On va en venir à la question que j'aime bien poser à tous mes invités. On va commencer par vous, Julien Clerc. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Qu'est-ce que vous avez à lui dire à cet enfant? Je sais pas, je pense que je lui dirais, tu vois, je t'ai pas trahi. J'ai à peu près... j'ai dépassé mes espérances, je pense. Ouais. Vous espériez être chanteur quand vous étiez enfant? Ah non, pas du tout. Non, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais à partir du moment où j'ai découvert, et ça vers l'âge de 16-17 ans, que je pouvais éventuellement mettre ma vie avec la musique, faire ma vie avec la musique, grâce à elle. Quelle que soit la forme que ça prenne? Non, la vie a changé le jour où j'ai été capable de composer quelque chose. Voilà, ça, ce jour-là. Mais après, quand je vois comment je travaille aujourd'hui exactement de la même façon quand je dois écrire que je faisais il y a 50 et quelques années, ça, je me mets derrière le piano et puis je travaille comme un artisan, si vous voulez. J'ignore pas les machines, j'adore les machines, je m'en sers, mais beaucoup plus tard dans le processus. Mais le processus de création est exactement le même qu'il était quand j'avais 20 ans. Donc je crois que... Donc il y a une certaine vérité dedans, a priori. Je ne suis pas trop trahi. Oui. Raphaël Friedman, qu'est-ce que vous diriez, vous, à l'enfant que vous étiez? Est-ce que vous rêviez réalisateur quand vous étiez petit? Oui, je me rêvais réalisateur quand j'étais petit. Je crois que je lui dirais, je l'écouterais plus que je lui dirais quelque chose, parce que je pense que finalement, il y a quelque chose dans l'enfance, dans le travail créatif, qu'on peut presque perdre ou retrouver tard. Je pense que chez les musiciens, puisqu'on en a parlé, ils jouent de la musique, les comédiens jouent la comédie, et la question du jeu, y compris quand on raconte une histoire, quand on fabrique quelque chose, un film, etc., malgré les enjeux qu'il peut y avoir, quand c'est un projet qu'on mène depuis très longtemps, les enjeux économiques, etc., de ne pas perdre cette dimension, qui est une dimension de plaisir, qui est une dimension presque naïve au jeu et au jeu avec les autres, est essentielle. Et ça, je crois que c'est plus un enfant qui peut nous l'apprendre plus que l'inverse. Mais les artistes gardent sans doute, par rapport aux autres humains,
peut-être que les artistes gardent une part d'enfance plus grande, plus longue, plus grande que les autres humains, sans doute, parce que ça vous permet. On garde quand même malgré tout une certaine naïveté quand on est artiste, et une certaine bienveillance sur le monde. On pourrait, quand on atteint un certain âge, on pourrait être déçu par le monde, déçu par le genre humain, et je pense que les artistes ne le sont pas, en fait. Je pense que les artistes, c'est des gens qui croient toujours au genre humain. Vous y croyez au genre humain, Raphaël Friedman ? Écoutez, en tout cas, il a été souligné que malgré la noirceur des personnages, etc., il y a toujours une humanité qu'on a essayé de dessiner avec Luc dans l'échelle de Richter. Et en effet, de les regarder malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Ouais. Merci à tous les deux, c'était une belle émission et un bel échange. Merci d'être venus partager avec nous sur Sud Radio dans cet excellent. Pour mes auditeurs, le dernier album de Julien Clerc, Les Jours Heureux, est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement, et aussi en CD pour ceux qui aiment l'objet. Julien Clerc, vous êtes en concert au Palais des Congrès le 10, 11 et 12 décembre prochain, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Et puis en tournée dans toute la France à partir de février. Ouais, tout 2022. Voilà. Et puis la BD roman noir, roman graphique de Raphaël Friedman et Luc Desportes, L'échelle de Richter chez Gallimard, est trouvable évidemment dans toutes les bonnes librairies. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à 19h pour découvrir ensemble de nouveaux destins d'exception. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous ce soir, à Antoine Web, Méloane Rock évidemment, et Sud Radio et toutes ses équipes. La playlist C'est excellent est disponible sur sudradio.fr, YouTube et les réseaux sociaux. Bisous les copains. À la semaine prochaine.